Bon, bah, c'est les informations de ça représente pas l'esprit. Ce gars est exceptionnel. Je demandais à l'assistant IA. Yaya. Voilà. Ça dépend ce qui est utile à la base. Parce que là, on m'a dit que il y a 8 mois. Ah oui, le même oui. J'ai plié le truc et dit c'est bon, il y a. Tu vois, on a beau le voir. Bah oui, c'est ça. Ouais, mais des fois, tout ce que tu t'as remarqué, t'as vraiment même L'autre jour, j'ai envoyé un truc. les gens S'opposer à tout, mais pas moi. Bonsoir, messieurs, dames. Pour pouvoir ouvrir la séance du Conseil, je vais commencer par faire l'appel. Donc Isabelle Le Saint, Rémi Leréquier, Marlène Leval, Sébastien Golo, Sophie Bacary devrait arriver. Elle donne procuration à Jean-Michel Pouille le temps qu'elle arrive. C'est du travail. Emmanuel Pinoir est présent. Oui, présent. On l'a vu. Françoise Passé-Gaspari. Présente. Jean-Michel Pouille. Présent. Julie Casuali. Présente. Anna Charbonnel. Présent. Annabelle Dartonnet. Présente. Pascal Doublet est absent, a donné procuration à Isabelle Le Saint. Thomas Dimambro est absent, il a donné procuration à Alain Charbonnel. Maxence Marmiès est absent, a donné procuration à Julie Cajvadi. Jérémy Durier. Présent. Clélia Jarnier est absente, a donné procuration à Emmanuel Pied-Noir. Sylvie Martin-Pernel. Présente. Christelle Le Provost est absente et a donné procuration à Annabelle Dartonnet. Valérie Lepage. Présente. Laurence Lefebvre est absente et je n'ai pas de procuration. Vous me confirmez, monsieur Lefebvre? Oui. Sylvie Gatté. Présente jusqu'à 20h. Et Voilà. Et voilà. après, tu donnes procuration à... À Annie Roumi, et j'ai la procuration de monsieur Taïbois jusqu'à 20h et qu'il donne après donc à Daniel. Annie Romy, Présente. Gilles Tourment, Présent. Daniel Le Chapin Présent. et Annie Lingor. Présent. Merci. Le secrétaire de séance, Sylvie, ça te convient? Ça me convient bien. Merci. Mais comme vous allez partir, Ah bah oui, ouais, bah, c'est peut-être pas. J'avais deux noms, bah, finalement, là, on Un deuxième. Dominique Playboy, il est pour Madame Mathilde. Annie, Oui. si tu veux bien. Oui, oui. Annie, Annie, c'est dans la suite de la liste. Merci Annie. Alors, en préambule, moi, je sais pas si passer les feuilles pour la signature. En préambule, il y a deux points qui sont retirés de l'ordre du jour pour aujourd'hui. Le point numéro 5, dans les affaires générales, convention d'occupation temporaire du domaine public routier départemental, parce que il y a des imprécisions dans le modèle de convention que le département nous a renvoyé. Donc voilà, on a demandé à avoir ces précisions. En fait, c'est un ancien modèle qu'on a reçu. Je pense que ça méritait d'être réactualisé. Voilà, Madame Picard avait renvoyé l'ancienne formule et c'était plus tout à fait en adéquation avec ce qui a été en fait réalisé. Et puis, on retire également de l'ordre du jour le point qui était prévu à l'urbanisme, à savoir l'arrêt de projet sur l'aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine. Parce que là aussi, on a besoin de précisions sur ce règlement. Et donc, voilà, on le reporte au conseil municipal du 27 juin prochain pour la ville de Saint-Père, sachant que les autres villes vont délibérer soit fin juin, soit début juillet. Donc on sera dans le même timing que les autres collectivités hein, pour ce règlement. Je vous remercie. Comment? Pourquoi ils arrêtent? De la Parce que là, ils vont changer.
C'est compliqué. Hein. Ça avait déjà chopé les candidatures. Règlement. Bien, alors, en mémoire des collègues du Dragon 50 qui sont tombés dans la baie du Mont-Saint-Michel le 26 mai 1990, à savoir Paul Plouinec, Patrick Boulbin et Didier Benoît, je propose au conseil municipal d'observer 1 minute de silence en leur mémoire. Merci pour eux. Donc, concernant l'administration générale, nous allons pouvoir vous proposer d'adopter le procès-verbal du précédent conseil municipal, sauf à ce qu'il y ait des questions ou des remarques à rajouter sur ce prévu. Personne ne s'abstient, ni n'est contre, et je vous remercie. Le premier point, c'est une étude préopérationnelle sur la reconversion du Carmel, avec à la clé, bien sûr, la signature de la convention entre la ville de Saint-Père et l'établissement public foncier de Normandie. On en a discuté en toute commission. Donc c'est l'ensemble du conseil municipal qui avait pris à l'époque la décision d'accepter cette étude préopérationnelle qui soit portée par le PFN, sachant que cet établissement est particulièrement bien réputé sur ce type d'opération. Et là, ce soir, ce qui vous est proposé, c'est de passer à la signature de la convention avec le PFN. Je ne vais pas reprendre tout ce qui est marqué dans le projet de délibération, mais pour mener à bien ce projet, on a donc consulté cet établissement dans le cadre de son activité en matière de résorption de friches, et ça en partenariat avec la région Normandie, pour réaliser une étude préopérationnelle. Ce qui est intéressant, c'est à la fois l'expertise, c'est l'ensemble des professionnels qui vont être associés à la rédaction et à la réalisation de ces études préopérationnelles, que ce soit sur le bâti ou l'aménagement des terrains alentours. Et ce qui est intéressant également, c'est le plan de financement de ces études préopérationnelles, puisque reste à charge à la commune 25% du montant hors taxe, et 37,5% seront pris en charge par le PFN et 37,5% respectivement à la région Normandie. Donc ça fait un reste à charge de 25 000 € hors taxe pour la commune et 5 000 de TVA. Voilà. Ce qui vous est proposé donc ce soir, c'est d'approuver les termes de la convention bipartite entre la commune de Saint-Père-sur-Mer et l'établissement public foncier de Normandie, relative à l'étude d'urbanisme préopérationnelle sur le site du Carmel, qui était annexé à la présente délibération, et de m'autoriser à signer la dite convention et de donner tout pouvoir donc au maire pour exécuter cette présente délibération. Je ne sais pas si vous avez des questions, c'est un dossier qu'on a bien travaillé, me semble-t-il, en toute commission la dernière fois. Nous avons eu à plusieurs reprises des échanges au sujet de la pertinence
de l'EPFN. Nous avons eu aussi des retours d'expérience avec notamment l'intervention de Annabelle Coufourier-Ferrol, qui est la responsable du développement, du pôle développement sur Grandville-Terre-et-Mer. Grandville-Terre-et-Mer ayant également signé et travaillé avec l'EPFN sur un projet de friche en l'occurrence. Et voilà, je crois que tout le monde était d'accord pour convenir que c'était la meilleure des choses à faire pour pouvoir entamer ensuite plus en avant un projet à développer sur ce site du Carmel. Donc je vous propose de passer à la délibération si il n'y a pas de questions ou de remarques complémentaires ce soir. N'hésitez pas. Excusez-moi, j'ai vu que l'étude coûtait 100 000 €, c'est ça? Et il y a 37 500 qui sont donnés par le PFN alors qu'on paye l'étude à l'EPFN, c'est l'auto-alimentation comme ça? Non. J'ai vu vite fait. Le coût total de l'opération est estimé effectivement à 100 000 €, c'est ce qu'on a voté dans le budget. Et vous avez 37,5% de pris en charge financièrement par le PFN, 37,5% de pris en charge par la région Normandie, reste à charge à la commune, 25%. D'accord. Financièrement, c'est intéressant, mais au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a l'aspect financier, je te rejoins Gilles sur la question, mais ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir travailler avec cette structure qui est particulièrement reconnue et compétente sur de tels projets. C'est ça qui a déterminé le choix des élus, d'abord et avant tout, au moment de la toute commission. Je ne crois pas déformer les propos des uns et des autres, on était tous d'accord pour dire que le PFN était le bon choix. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, totalement. Très bien, on va pouvoir passer au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent sur cette proposition ou qui votent contre? Bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Deuxième point, c'est un rapport d'activité de l'EPIC Office culturel de Saint-Père-sur-Mer pour l'année 2024. C'est vrai que ce rapport d'activité était présenté régulièrement par l'Office culturel et nous allons proposer à son vice-président du comité de direction de l'Office culturel, M. Pouille, de nous faire la présentation de ce rapport. Merci Madame la maire. Donc je ne vais pas vous lire le texte qui est présent sur l'écran, je vais vous faire un petit point par différentes rubriques qui concernent à la fois le patrimoine, les événements, la communication, le prêt de matériel et prêt de matériel. Alors on va commencer par le patrimoine. Alors vous savez que tout au long de l'année, et en particulier c'est surtout concentré sur l'été, il est proposé des visites à la fois du bourg, des visites à thématique balnéaire, des visites de l'église, des visites du Carmel et des visites du moulin. Grosso modo, l'ensemble des visites, ça représente à peu près 400 personnes sur l'été, avec des visites qui ont très bien fonctionné, comme les visites du bourg, qui ont fait plus de 52 personnes, plus de 85 personnes pour le balnéaire, et on avait fait l'ouverture du Carmel le 24 juillet, et on avait presque 200 personnes étaient venues. Donc c'est une bonne fréquentation, ça fonctionne très bien. La communication à peu près fonctionne, c'est très intéressant. Il y a de nombreux échanges, c'est assez valorisant, c'est très valorisant. Il y a aussi au niveau du patrimoine l'ouverture de l'oratoire Saint-Gaud, qui est effectué par Marie-Christine Saint-Hilaire, qui est ici présente ce soir, au nom de l'association Saint-Père-Vivum. Et à chaque visite, grosso modo, il y a à peu près 10 personnes, voire un peu plus à chaque visite. Voilà. Et là aussi, c'est un temps d'échange et les gens sont très intéressés par par l'histoire de Saint-Gaud, par le bâtiment qu'ils visitent. Voilà. Au cours de l'année, on participe à des manifestations nationales. L'année dernière, on avait donc, pour le Pierre en Lumière, on a ouvert l'église, on a éclairé et fait une visite nocturne de l'église de Quéron. On avait donc rassemblé à peu près 30 personnes. Cette année, on a ouvert, on a éclairé la mairie et on a fait une exposition dans la salle du conseil où on a accueilli 82 personnes. Pour la journée du patrimoine du pays et des moulins, l'année dernière, il y avait donc eu 75 personnes qui ont participé le dimanche 23 juin aux visites que j'avais organisées dans le moulin.
Pour les journées du patrimoine, on avait donc participé à l'ouverture, enfin, on avait outre l'ouverture de l'oratoire Saint-Gaud, on avait aussi ouvert le Carmel, là on avait eu 210 personnes qui étaient venues, et ensuite moi j'avais fait une promenade balnéaire le dimanche matin qui avait rassemblé 45 personnes, ce qui est, il faut dire, un peu beaucoup quand même. Une bonne promenade, c'est entre 20 et 30 personnes. Et on avait la compagnie O, si vous vous souvenez, qui était venue ici en résidence pendant une semaine, qui avait rencontré plusieurs Saint-Péret et qui avait donc tiré des entretiens qu'elles avaient eus avec ces personnes, une sorte de restitution de comment ils percevaient leur commune. Donc il y avait eu la restitution sur les parvis de l'église, en dépit de la pluie qui est tombée au moment en pleine présentation, 100 personnes qui avaient assisté à cette journée. Ensuite, donc, au cours de l'année, nous avons donc, on n'en parle pas ce soir parce que c'est reporté, on a quand même effectué presque 5 à 6 réunions sur l'ère de valorisation de l'architecture et du patrimoine. J'en ai déjà un peu parlé. Nous continuons notre parcours patrimoine avec la pose des panneaux en lave émaillé. On a fait le Carmel des Moulins et on a 2 panneaux qui sont en cours de réalisation. C'est un panneau qui va retracer l'histoire du casino et deux panneaux qui vont retracer à la fois l'occupation de la plage et un petit peu l'historique des bains de mer, qui seront posés, j'espère, j'aurais voulu qu'ils soient posés avant l'été, on verra peut-être ce qu'on pourra faire. Et au cours de l'année 2024, on a donc eu un comité de pilotage et on a surtout retenu le cabinet qui va s'occuper de la restauration des vitres, enfin pas la restauration, du remplacement des vitraux de la vieille église, c'est le cabinet Poémia, de production, avec une artiste qui s'appelle Clara Rivaud. Donc c'est, comme je vous l'avais expliqué, cette création qui est contemporaine, qui a été validée par l'ensemble des participants au comité de pilotage. Les travaux ne pourront commencer qu'en début 2026. Parce que bon, on a des subventions de la DRAC, et puis qu'on a des travaux préliminaires à monter à ce sujet. On a rencontré M. Paquin, qui est l'architecte du patrimoine, qui va donc effectuer le suivi des travaux. Donc il est reparti, il a des éléments à nous donner avant la fin du mois de juin. Mais sinon, bon, on a bon espoir de pouvoir conduire l'opération 2026. Au niveau des événements, le premier événement que nous avons dans l'année, c'est le Festival Spring. L'année dernière, si vous vous souvenez, c'était avec la compagnie Cucina dell'Arte, qu'on avait déjà, Ronaldo Circus, qu'on avait déjà reçu plusieurs fois à Saint-Père. Dans le cadre de Spring, on a donc eu deux représentations, le samedi 23 mars et le dimanche 24 mars. Bon, les jauges peuvent sembler un petit peu réduites par rapport à la capacité d'accueil du chapiteau, mais le problème avec Spring, c'est qu'ils mettent l'entrée des spectacles pour les enfants au-dessus de 8 ans. Et ce qui fait que parfois, ça freine un peu les familles qui pouvaient venir assister au spectacle. Surtout que le spectacle n'avait, alors franchement, été complètement visible par tous. Bon, là, c'est une incompréhension qu'on a un petit peu au niveau avec Spring. Bon, c'est comme ça. Donc l'année prochaine, on espère que on pourra un peu faire évoluer ce point. Donc ensuite, c'est le Festival des Arts du Siècle, c'est ce second geste, d'accord, qui a lieu donc en octobre, juste avant les vacances scolaires. Et là, l'année dernière, on a fait avec la compagnie Max et Maurice et les compagnies, Max et Maurice et Circus I Love, voilà, on a fait le plein. Disons que c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. On a eu 1500 spectateurs, les chapiteaux ont toujours été pleins à chaque fois. Voilà, donc j'espère que cette année, on va pouvoir réitérer la même performance. Voilà, ça ce sont à peu près les éléments. Et vous savez aussi qu'on a fait, on assure aussi les prémices des sorties de bain. Donc le premier spectacle des sorties de bain se fait à Saint-Père. Il y a 2 ans, la compagnie Amoukama qui devait venir n'a pas pu se produire parce qu'il n'y avait plus à Verse sur le soir-là. Donc ça a été reporté à l'année 2024, mois de début juillet 2024. Et là aussi, on a fait le plein puisqu'on a rempli le gymnase Sissi, bien au-delà d'ailleurs de ce qu'il pouvait contenir. J'aurais pu nous avoir quelques petits soucis s'il y avait eu un problème. Mais bon, ça s'est très bien passé, c'était vraiment très apprécié, c'était un spectacle de très grande qualité. Et franchement, c'était vraiment, je pense, ça satisfait tout le monde. Et les gens sont sortis, j'allais dire, émerveillés par ce qu'ils ont vu.
Donc au courant de l'été aussi, on a les ateliers du cercle mélitique qui fonctionnent très très bien, qui reviennent cette année, ça fonctionne très très bien. On a vu donc les rendez-vous au jardin avec l'animation en particulier des 3 plantes et tout, l'animation des jardins avec initiation par Christophe Léonard de tout ce qui était donc taille de plantes et tout. Et donc il y a un concert donc, le dimanche 2 juin. Ça a très bien fonctionné aussi. Voilà. La fête de la musique dernière a dû rassembler entre 200 et 300 personnes. On avait donc il y a eu un travail avec les écoles, l'école Anne-Franck. Il y avait eu donc l'intervention de Coef Jazz, après ensuite sur la place de Gaulle. Alors, maintenant, pendant la période estivale, on a donc, vous savez, l'été, on a les concerts au mois de juillet et on a les fanfares au mois d'août. On fait une jauge qu'on estime en évaluant les gens qui sont sur les gradins et qui sont autour. Au concert, on rassemble entre 250 et 350 personnes au mieux. Et moi, j'ai remarqué que la population qui venait au concert était une population un peu plus, sans être péjoratif, un peu plus âgée. Parce que j'ai franchi un cap et je suis rentré presque. Les fanfares l'été rassemblent une population qui est un peu plus jeune, en particulier plus d'enfants, qui sont vraiment enthousiasmés et qui suivent avec des fanfares. C'est vraiment très beau à voir. Alors là, l'été, on a la dernière fanfare, bien sûr, si vous vous en souvenez bien, Green Line Marching Band, avec ces 400 personnes qui ont suivi. C'était une inauguration de la mairie et ils ont vraiment fait un tabac, si on peut s'exprimer comme ça. Dans le cadre de nos actions de sensibilisation à l'environnement, ben vous voyez, toutes nos sorties pêcheries, sorties ornithologiques rassemblent un bon public, de gens particulièrement intéressés, qui posent énormément de questions. Et voilà, et donc en fin de compte, sur l'ensemble des visites, ça fait à peu près 175 personnes qui ont participé à ces animations. Et après, vous avez donc toutes les animations qui concernent le skimboard tour, et qui sont collectées sur 2 journées, avec donc tour 82 à 95 personnes qui assistent les enfants qui assistent à cette scène. Alors c'est à la fois physique, et c'est aussi une sensibilisation à tout ce qui est protection de l'environnement et de la nature, en particulier sur les strands. Une première édition l'année dernière, avec le Salon du Livre, sur l'initiative de M. Jacques Choc, qui était venu nous voir, qui nous a demandé si on pouvait créer cet événement. On l'a soutenu, on l'a aidé, on a accepté sa proposition qu'il puisse monter ce Salon du Livre. Et en fin de compte, pour une première édition, plus de 400 personnes sont venues assister à ce festival, qui est réédité cette année, d'accord, qui aura lieu donc aussi début août, d'accord. Après donc, on a eu donc les concerts à l'automne de Via Eterna, d'accord, qui ont été de très belles prestations. Et il faut reconnaître aussi qu'il y a deux prestations qui sont particulièrement appréciées. Ce sont celles qui se déroulent à l'EHPAD et au profit des écoles, où vraiment là, les artistes qui se présentent sont très pédagogues, enthousiastes, et en fin de compte, ils passionnent à la fois les gens de l'EHPAD et ils passionnent à la fois les élèves des écoles. C'est très intéressant. J'espère que cette année, on pourra faire la même chose avec eux. Ensuite, donc, vous avez le programme de Noël, avec tous les éléments qu'il y a eu, en association avec l'association des commerçants. Et voilà, donc on a donc monté un programme qui je pense, était excellent. Même si on s'est rattrapé un peu aux branches au dernier moment, en particulier pour le manège. Voilà. Alors, un autre volet qui est très important, je pense qu'il est assez essentiel pour nous, c'est la chapelle Sainte-Anne et les expositions. Parce qu'en fin de compte, l'année 2024 a été, vous voyez, on a fait 30 expositions, on a accueilli 42 artistes, parce que maintenant on essaie de les accueillir en binôme, parce que ça fonctionne relativement bien. On associe un peintre, un sculpteur, ou d'autres artistes avec un travail de matière différente. Et on occupe la chapelle pendant plus de 200 jours. Et cela dépend des artistes, et aussi des semaines en fonction de la météo, mais on accueille entre 200 et 450 visiteurs par semaine. Il y a même une expo qui a fait 450 visiteurs. En fin de compte, c'est 5000 personnes qui se rendent l'été, entre l'été jusqu'au mois d'octobre, à la chapelle Sainte-Anne. Ce qui est quand même vraiment, et avec des échanges très intéressants entre les artistes et les gens qui viennent les voir. Voilà, c'est passionnant, et je peux vous dire qu'il y a une fuite d'attente, à la chapelle Sainte-Anne, au niveau des artistes pour les expositions. Et l'année 2025 commence de bons auspices aussi.
Petit bémol pour l'année 2025, nous avons quand même un souci sur le bâtiment qui fait qu'on va certainement devoir faire des travaux en 2026. Bon, il y a la traditionnelle exposition sur la ligne, sur la planète couchante. La thématique de l'année dernière, c'était les Jeux Olympiques. Cette année, ça sera les cabines et les tentes. La promenade des Arts du dimanche 27 juillet, qui en dépit d'une météo peu favorable, vent, quelques gouttes et une fraîcheur bien... Pas qu'il fait bon aujourd'hui. Mais bon, plus de 40 artistes ont exposé. Et en fin de compte, c'était une très belle journée parce qu'il y a eu beaucoup de visiteurs. Et franchement, tout le monde est sorti, j'allais dire, enthousiasmé et j'allais dire, complètement oublié les conditions météorologiques. Donc nous recommençons cette année. Nous avons déjà quasiment fait le plein de nos artistes et tout, et les gens sont déjà prêts à accueillir, à recommencer avec le sourire et avec beaucoup d'enthousiasme. Alors la communication, puisque donc l'Office culturel prend une part de fin. Deux volets de communication, une communication, je vais dire, plutôt interne et une communication au type de la municipalité. Alors le site internet, c'est à peu près 16 000 visiteurs. Bon, ce qui montre quand même qu'il y a un intérêt sur les événements qui se passent à Saint-Père. Et vous avez, sur la droite, vous avez vu qu'il y a un certain nombre de nouveaux visiteurs qui se sont greffés sur notre site. Alors on a aussi la chaîne YouTube, on est aussi présent sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram et tout. Donc ça fonctionne relativement bien. Bon, mais ça nécessite un gros travail de mise en place des événements sur les différentes chaînes, sur les différents supports. Mais bon, on y arrive. Les supports papier, puisqu'on fait toujours du papier. En fin de compte, entre les flyers, les affiches, le Saint-Père Mag, et différents documents qu'on produit, les agendas et tout, on réalise 30 266 documents papier pour une année. D'accord? Et vous voyez qu'on a des documents en particulier pour lesquels on fait un volume assez important de publications. Par exemple, l'agenda du mois de juillet qu'on a sorti à 2500 exemplaires. Le Saint-Père Mag, c'est un peu normal, 7500 exemplaires. Et après, il y a les flyers, c'est en fonction des événements. Donc c'est un très beau travail de conception, d'accord, d'écriture, de validation. Mais bon, c'est un support qui reste essentiel. Alors cette année, on va compléter avec une bâche, on a des bâches qu'on a mis aussi dans le Beau et sur Cléron. Il y avait une bâche sur le centre-ville qui était positionnée sur le mur du syndicat d'initiative et une autre à Cléron. Cette année, on va rajouter une bâche supplémentaire qui sera sur le mur du casino, dans l'allée de la plage, où il y a un passage qui est beaucoup plus conséquent et qui devrait permettre de pouvoir renforcer la communication. Parce qu'il y a quand même quelques éléments qui nous remontent, nous disant que, moi je rencontre des gens, pas mal de personnes avec qui je discute dans la rue, qui me disent écoute, la communication n'est peut-être pas toujours satisfaisante, vous en faites pas, on n'est pas toujours au courant de ce qui se passe et tout. Bon. Entre les réseaux, les points presse, je n'ai pas compté les points presse, parce qu'il y a un certain nombre de points presse. Les articles qui sont faits dans les journaux, la Manche Libre, l'Ouest France et tout, on a, je pense, et la documentation papier, je trouve qu'on court un bon spectre maintenant. C'est comme ça, on va essayer de renforcer. On va voir comment on peut faire. Activité importante dont on parle rarement ou très peu, c'est le prêt de matériel. Parce qu'en fin de compte, vous savez qu'on a nos équipements, on a la scène, on a notre sono et tout, enfin nos deux sonos d'ailleurs, et en fin de compte, on prête on travaille en réseau avec les autres communes autour de nous, d'accord, on participe, on parle nos matériels. On parle 34 fois l'année dernière pour les associations Saint-Pérez, bon, soit au Fil des Arts, soit Saint-Père-d'Yvonne, soit d'autres, qui ont besoin d'une sono, qui ont besoin de l'écran ou qu'on fasse le noir dans la salle polyvalente ou au gymnase ici. Donc là, c'est à la charge de Jérôme et de Claude. On prête 15 fois nos matériels, la scène ou les praticables ou la sono ou autres, donc à des associations situées sur le territoire de GTM. Par exemple, l'exemple le plus
qui est déjà beaucoup bien. On prête notre scène pour la course de cyclistes d'Yclon, on prête du matériel pour voisins de Seine, et aussi à l'Archipel et à Bréal. Voilà. Et on prête aussi du matériel pour les événements liés à la communauté de communes. Voilà. C'est grosso modo, vous voyez, le rapport d'activité de l'office culturel, bon, qui est relativement dense. Ça fait à peu près plus de 160 événements sur une année. Entre les événements, je vais dire, de type nationaux, les événements que l'on crée nous-mêmes, les événements créés par l'association, et encore, je n'ai pas recensé des événements sportifs, sur lesquels on peut apporter aussi une aide et tout. Vous voyez donc quand même que la vie culturelle, qu'elle soit événementielle ou culture propre, au niveau de la ville de Saint-Père, que ce soit office culturel, association, qui vont être même des fois particuliers, mais quand même particulièrement dense, riche. Et je constate au fil des années que notre public n'est pas exclusivement Saint-Péret, il est aussi hors la commune, et on voit de plus en plus de gens qui viennent de grandes villes ou des communes limitrophes. Donc, ce qui montre qu'on a quand même un rayonnement certain. Voilà. Si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Merci Jean-Michel pour cette présentation. Vous avez le rapport d'activité, de toute façon, qui a été joint au projet de délibération. On en profite pour remercier nos amis de la presse qui sont présents ce soir dans notre conseil municipal et qui suivent activement l'événementiel sur notre beau territoire. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir passer à la délibération, c'est-à-dire il vous est proposé ce soir de prendre acte évidemment de ce rapport d'activité de l'EPIC Office culturel de Saint-Père-sur-Mer pour l'année dernière, 2024, d'approuver les initiatives et les événements qui sont organisés par l'Office culturel en soulignant leur contribution positive à la vie culturelle de la commune, ce qui est le cas, et au-delà d'ailleurs sur le réseau voisin de Seine, sur l'ensemble du territoire. Sur le réseau des médiathèques. Voilà, c'est ça, le réseau des médiathèques, et puis de soutenir les futures actions de l'Office culturel en vue de renforcer la valorisation du patrimoine et la promotion de la culture à Saint-Père-sur-Mer. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent ou qui seraient contre? Écoutez, merci et bravo. Je pense qu'on peut les applaudir. Belle équipe. Merci Jean-Michel. Alors, autorisation d'exploiter les jeux du casino. J'en ai eu numéro. Je suis au numéro 3 là. Ah. C'est peut-être dans le volet finance que c'est fini. Ouais, j'ai pas ça dans la même. Excusez-moi, j'ai pas ça dans la même pochette. Je vais donner la parole à Nicolas pour la présentation du budget primitif de l'EPIC Office culturel de la ville de Saint-Père-sur-Mer. Pardonnez-moi, je n'ai pas ça dans mes papiers, mais je vais retrouver. À vous, Nicolas. C'est dans la partie finance. Oui. Pour ça. Donc on a une petite présentation qui a été... Pardon. Même on peut plus l'éteindre là. Pas grave, t'énerve pas, Jean-Michel. Même elle a coupé les autres. Ah bon? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Oui, ça marche. Donc voici la présentation qui a été faite en CODIR le 9 avril dernier de l'Office culturel. Une présentation du budget qui reprend une rétrospective de 2022-2025 et la proposition de budget 2025 qu'on vous a tout intégré dans la présentation qui est faite. Donc au niveau de l'évolution des recettes de fonctionnement, on est passé de 2022 à 416 133, à 2025 une proposition de budget à 529 543 en recettes réelles. Les recettes augmentent progressivement par le biais de la subvention communale. Et la différence, on va le voir tout à l'heure dans le détail, entre 2023 et 2024, c'est la décision qui a été prise par le conseil municipal d'intégrer pour l'ensemble des associations pour lesquelles il y a du personnel mis à disposition la refacturation, et donc du coup qui impacte en dépenses et en recettes, de manière à ce que cette mise à disposition d'agents soit comptabilisée dans les budgets
de l'EPIC d'un côté et de la commune de l'autre. Donc on le voit sur le détail au niveau des recettes. La refacturation apparaît à l'article 74, subvention des salaires mis à disposition en 2024 et en 2025. Il n'y avait donc pas de refacturation réalisée en 2022 et en 2023. Pardonnez-moi Nicolas, est-ce que vous avez la possibilité de mettre en pleine page, s'il vous plaît? Ou de zoomer sur la page qui est... Voilà, super, merci. Donc au niveau des recettes, on est parti sur le même principe de fonctionnement que pour la collectivité, c'est à savoir une estimation des recettes de façon prudente par rapport au réalisé des années précédentes et en fonction des éléments connus au jour de la mise en œuvre du budget. Donc on a le maintien des facturations et des billetteries à l'identique de ce qui a été réalisé l'année dernière. On n'a pas anticipé le remboursement de charges non plus pour le personnel en cas d'arrêt maladie. Et on a le maintien des financements subventions à ce jour, que l'on connaissait, qui fait un budget total de 603 000 € en recettes, avec un excédent reporté de 73 450 €. Au niveau de la répartition des subventions, on a principalement donc la subvention de la ville de Saint-Pierre-sur-Mer qui représente 70% des recettes à hauteur de 359 000. Les participations du casino qui représentent 15% des recettes à hauteur de 76 300. Le jeu d'écriture concernant les salaires des agents mis à disposition par la collectivité à l'EPIC qui représente 12,5% qui correspond à une subvention et une facturation. Et autres subventions, départements, GTM notamment, 2,5%. Au niveau des dépenses réelles de fonctionnement, on a un budget qui évolue en 2022 391 172 à un BP à 524 400. Là encore, comme pour les recettes, à partir de 2023, on a l'impact des 64 000 € de salaire mis à disposition. Pour l'augmentation 2025, on est de l'ordre de 2,37 par rapport au réalisé 2024, donc on est en dessous de l'inflation. La répartition des dépenses, on a proposé au CODIR de conserver une réserve de 78 600 en légère augmentation par rapport à la réserve de l'année dernière. On a identifié un budget achat de spectacles et animations culturelles dont on va vous présenter le détail à hauteur de 163 500. On a le budget charges de personnel qui correspond concernant l'EPIC uniquement que les agents salariés de 149 000 €. Et on a les autres charges de gestion courante, dont les 64 000 de subventions des agents mis à disposition de la commune. Donc dans le détail, là encore, on est reparti sur le même process que pour la collectivité. On fait une rétrospective des 3 dernières années, nous permettant d'ajuster notre budget en fonction de ce qui a déjà été réalisé et des éléments connus supplémentaires sur l'année 2025. On va donc, là c'est l'ensemble des articles comptables, mais on va vous détailler un certain nombre d'articles, notamment les animations et les spectacles que l'on a détaillés par animation, la communication, les locations dans des slides qui viennent. Excusez-moi. Oui. Vous avez réception d'artistes, c'est passé de 8 000 à 21 000. Donc pour l'hébergement, ça s'est multiplié presque par 3. C'est énorme. Quelle ligne 62,57. Oui. À 20 000 pour 2025, ça baisse. Ouais, non, c'est prévisionnel, c'est pas passé encore. Non. Ça dépend du nombre d'artistes. Ah oui, c'est ça. Ça dépend parce que quand on a... Est-ce que vous pouvez parler dans le micro, s'il vous plaît? Madame, j'ai plus de... Depuis une fonctionner, je donc, alors, en ce qui concerne l'accueil des troupes et des différentes prestations, fanfares ou orchestres. Alors, il faut quand même savoir qu'il y a quand même une augmentation assez conséquente du coût de ces prestations. Pour que ça augmente comme le reste, d'accord, ok. Et qu'on essaie de faire appel au local, mais qu'en fin de compte, il y a aussi des artistes qui viennent relativement loin, qui font des tournées, ils passent par différentes villes, et quand on peut les avoir
eh ben, on essaie on est quand même tenu parfois de les héberger, d'accord, et on est obligé aussi de leur payer, enfin de leur fournir la restauration, ce qu'on appelle le catering. Et donc là, ça a un certain coût. Et les hébergements ne sont pas non plus des hébergements, je veux dire, le coût de l'hébergement est assez élevé dans la région. Je veux bien comprendre, mais 150% d'augmentation en 2 ans, c'est un peu plus que l'inflation. Je le concède, mais on a aussi quand même un nombre d'événements qui est supérieur à ce qu'il y avait avant, donc il faut à prendre en compte aussi. Après, ce qu'il faut noter, c'est que sur le prévisionnel, on reste dans l'enveloppe réalisée, avec effectivement l'objectif, là je te rejoins, de voir en quoi on peut faire des économies et limiter les dépenses sur ce volet-là du budget. Ce qui m'interpelle aussi, moi, c'est l'achat de spectacles et d'animation qui augmente de 40 000 €. C'est prévisionnel, on en parle. Là, on est sur le prévisionnel. On préfère toujours mettre un peu plus. Tu vois l'écart entre le prévisionnel et puis le réalisé. Tous les prix ont augmenté sur les achats de spectacles. C'est pas propre à notre budget, c'est partout pareil. Non, en plus, il n'y a pas eu de feu d'artifice l'année dernière, alors que cette année, il y aura le feu d'artifice. Voilà. Oui, mais l'an dernier, le feu d'artifice avait été budgété et a été réparti sur d'autres associations. Bah non, l'argent n'a pas été dépensé. Non. L'argent n'a pas été dépensé. Il y a seulement 4 500 € qu'on a dû payer à l'entreprise Locatec, comme on n'a pas fait le feu. On a quand même dû leur donner, dans le cadre d'une convention qu'on avait avec eux, on a dû leur donner un dédit parce que voilà, on a reporté le feu. Voilà. C'est la seule dépense qu'on a effectuée au titre du feu 2024. Parce que le casino avait versé 24 000 €, je crois, non? Ah oui, on n'a pas utilisé. Ça n'a pas été dépensé. Ou la réserve. Aucune dépense au titre du feu d'artifice 2024. Sur certains. Je croyais que ça avait été réparti sur certaines. Non, Non, absolument pas. L'argent n'a pas été dépensé puisque, d'accord, malheureusement, il n'a pas pu avoir lieu l'année dernière. Donc cette année, sur la réserve, on va avoir un très beau feu d'artifice. La réserve. C'est ça. Et on a également quelques factures de fin d'année du spectacle qui sont passées c'est sur le budget reporté en 2025. 2024. On aurait dû avoir quelques milliers d'euros supplémentaires dans les dépenses réalisées 2024 et les factures sont arrivées tardivement pour pouvoir les comptabiliser. Donc elles sont reportées sur 2025. Ce qui aussi donne un effet plus important de l'augmentation. On va passer dans le détail les charges de personnel. Les autres charges de gestion, la SACEM, et puis les opérations d'ordre qui sont notamment la section d'investissement et d'amortissement. La SACEM a doublé, par exemple, dans les charges que vous montrez. On est passé de 2025 à 5 000 €. Tu vois, 2023, il est 6 008. Ouais. Ça dépend Ça dépend du spectacle. C'est une prévision budgétaire. Je pense que c'est plus que ça, la façon. C'est en fonction du nombre d'événements. Donc, au niveau du détail de la programmation culturelle 2025, voilà comment sont répartis ces 163 500 de budget spectacle. C'est 47 400 pour le festival Second Geste. C'est 25 000 € pour ce qui est feu d'artifice et animation pour le très animé. C'est 20 000 € pour tout ce qui est mardi d'été, concerts et fanfares sur la période estivale. 12 000 € pour le festival Spring. Donc on est bien sur des budgets prévisionnels pour les manifestations, mais ce n'est pas obligatoirement de réaliser. Je prends par exemple, on avait envisagé 8 000 € pour les rendez-vous au jardin. On va être largement en dessous, puisqu'on va plutôt être de l'ordre de 3 à 4 000 € maximum que ce qu'on entend. Et pour le reste du budget, on a 10 000 €, donc manège de Noël, ce n'est pas le montant exact puisqu'on a la facture de l'année dernière qui n'a pas été payée en fin d'année et donc du coup qui impacte le budget 2025. Les sorties de bain, un budget de 1 500 € pour tout ce qui est animation patrimoine, un budget de 1 000 € pour ce qui est animation plage et pêcherie, un budget de 500 € pour tout ce qui est sortie ornithologique, 12 000 € pour le film des vœux. Là aussi, on a la dernière facture de 2024 qui impacte 2025.
Paroles et parenthèses 1800 €, Fête de la musique 2000 €, Skim Schools Tour 2600 €. On a prévu un budget estimatif de 4000 € en cas de volonté de mettre en place des actions cirque supplémentaires. Et on s'est gardé une poire, je dirais, pour la soif sur les animations diverses, 10 700 € et animation du patrimoine, 2500 €. Ce sont des budgets qui aujourd'hui ne sont pas déterminés et qui pourraient être utilisés en cas de dépassement ou ne pas être utilisés et tomber dans les résultats en fin d'année. Donc cette comptabilité analytique va nous permettre tous les ans de savoir réellement ce que l'on a dépensé par animation pour pouvoir ajuster notre budget et aussi éventuellement connaître les pistes d'économie sur telle ou telle animation. Je vous remercie Nicolas de souligner qu'il y a une réflexion incontestablement qu'on peut mener sur les pistes d'économie par rapport à un certain nombre de volets de dépenses prévisionnels qui vous sont proposés là ce soir. Moi, je voudrais remercier Nicolas et l'équipe de l'Office culturel parce qu'ils ont travaillé sur cette présentation qui est une première. Hein, ça n'a jamais été fait en conseil municipal à Saint-Père-sur-Mer. Voilà, donc, et une comptabilité qui en plus est analytique et qui permet ainsi à l'ensemble des élus du conseil municipal d'avoir connaissance des différentes dimensions de ce budget de l'EPIC. C'est une structure qui s'est développée au fil des années avec, comme le disait Jean-Michel tout à l'heure dans le rapport d'activité, plus de 160 animations qui sont proposées sur la commune de Saint-Père, beaucoup de dynamisme, beaucoup de culture, beaucoup de patrimoine qui se diffuse sur notre territoire avec des événements qui donnent l'identité culturelle de la ville de Saint-Père autour du spectacle vivant et notamment le cirque en particulier. Et c'est vrai que la culture, on peut penser ce soir à la présentation de ces différents chiffres que ça coûte cher, mais c'est aussi un engagement politique et un choix de proposer une culture plurielle, accessible à tous. Parce que je rappelle que la plupart des animations, hormis le cirque ou les spectacles, c'est gratuit et ouvert à tout le monde. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres... Je laisse Nicolas terminer sa présentation. Excusez-moi. Donc on a également détaillé le budget communication pour avoir une meilleure vision de ce que l'on fait et là encore pour pouvoir travailler sur nos pistes d'économie pour l'année prochaine pour pouvoir vous faire un comparatif entre le budgété et le réalisé. Donc en termes de communication, on a envisagé un budget de 4 500 € pour les bâches, 1 000 € pour des affiches et 1 000 € pour des flyers. Et pour tout ce qui est programme estival 4 600 € et programme exposition 1 500 €. On a gardé des budgets pour tout ce qui est autres supports, dépliant 3 500 €, le site internet, l'abonnement et la maintenance 2 000 € et un budget divers que l'on se conserve de 900 €. Ce serait un budget communication de 19 000 € pour 2026. Budget location, on a 6 900 € de budget qui est proposé pour le festival Second Geste, tout ce qui va être location de chauffage, de groupe électrogène, WC, etc. On a la location du camion, 4 600 €. On a besoin parfois, en fonction des manifestations, de location de sonos complémentaires, donc 2 500 €. Tout ce qui peut être engin ou matériel pour la mise en œuvre de scènes ou autres, 1 000 €. Et le TPE pour le festival, 500 €. Et on s'est gardé un budget de location WC pour d'autres animations si nécessaire de 1 000 €. Au niveau des investissements 2025, on aura la sculpture Place Marlan, 8 000 €. Les panneaux lavés maillés qui ont été évoqués dans du rapport d'activité, 8 000 €. Et un budget global que l'on va détailler juste après, qui a été vu avec les collaborateurs de l'Office culturel pour commencer à renouveler une partie de notre matériel un peu vieillissant au niveau des projecteurs, de la sono et du matériel informatique. Donc on aura un budget d'investissement 2025 de 46 000 € en forte augmentation par rapport aux années précédentes. On a donc prévu un ordinateur pour le service de communication, une sono pour remplacer notre sono vieillissante, les panneaux lavés maillés, on en a parlé, un budget pour des cimaises et la rénovation de panneaux d'affichage, le remplacement de 2 tonnelles, le remplacement de 6 projecteurs de lumière, de 5 passages de câbles. On s'est gardé un budget de 800 € d'autres investissements
la sculpture Place Marlan, plus la participation voisins de Seine, VDS et voisins de Seine. Et le financement des investissements est prévu donc par un virement de la section de fonctionnement de 10 941 €, la subvention voisins de Seine de 4 500 € et tout ce qui est amortissement à hauteur de 13 500 €, avec le résultat reporté de 17 058. Nous avons donc une croissance de recettes de plus 27% entre 2022 et 2025, qui est notamment via la subvention de la commune, plus 54 000, et la prise en compte des mises à disposition du personnel, plus 64 000. On a un équilibre budgétaire en 2025 à 603 000 sans utilisation de la réserve, qui est d'ailleurs même plutôt légèrement augmentée, puisqu'elle était de 73 000 et passe à 78 000. On a un renforcement des investissements avec 46 000 € prévus en 2025. Et on a un développement des activités culturelles et l'amélioration des équipements qui est envisagé par des budgets complémentaires permettant au CODIR de l'Office culturel la possibilité de créer de nouvelles actions ou de nouvelles activités. Merci Nicolas pour cette présentation très claire. Je pense que pas hésiter à poser des questions si vous en avez encore. Sinon, on va pouvoir passer au vote. Merci pour cette présentation et cette comptabilité analytique qui va permettre d'éclairer année après année le conseil municipal. Merci beaucoup. Alors, donc, il est demandé au conseil municipal d'approuver ce soir le budget de l'EPIC Office culturel de Saint-Père-sur-Mer pour l'exercice 2025, tel qu'il a été présenté et approuvé d'ailleurs par le comité de direction du 9 avril dernier, et de m'autoriser, et mon représentant habilité, à signer tous les documents afférents à ce budget. Y a-t-il des personnes qui s'abstiennent ou qui votent contre? Bah écoutez, merci là encore pour les pics. Alors, l'approbation de la modification des statuts du SDEM 50, je vais laisser la parole à Isabelle. Merci beaucoup. Donc ce sont des documents en fait pour approbation, c'est une modification simplement des statuts, donc c'est purement administratif. Donc le siège en fait du syndicat d'énergie a construit en fait sur Agneau. Ils étaient sur Saint auparavant, donc ça a fait une modification au niveau en fait de leur SIRET entre autres. Et d'une part, et deuxièmement, ça permet en fait de remodifier certains et de mettre à jour entre autres certaines références réglementaires, donc sur l'électricité, les infrastructures de recharge, tout simplement, donc électrique, gaz et réseau de chaleur, qui n'étaient pas en fait, entre autres le réseau de chaleur qui n'était pas dans les statuts, donc ça a été remis. Donc c'est simplement une petite modification en fait des statuts simplement du SDEM. On va pouvoir passer à la délibération. On vous demande d'accepter la modification des statuts qui est proposée par le syndicat départemental d'énergie de la Manche, sachant qu'on n'a pas vraiment le choix pour accepter. Donc je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, personne ne s'oppose ni ne s'abstient. Je vous remercie. Merci Isabelle. Donc on va pouvoir passer au volet finance, si je ne me trompe pas, avec d'abord des admissions en non-valeur. Je vais donner la parole à Rémi. Et donc on revient sur la mission en non-valeur qu'on a déjà présentée au conseil municipal précédent. Et en fait, on revient sur ce point lorsqu'il y avait une erreur sur le montant qui était de 600 et quelques euros et qui vous avait été présenté à 600 euros et en fait il y avait 1050,60 centimes d'euros. Donc voilà, donc on rappelle que les créances éteintes et les créances admises en non-valeur, c'est lorsque les démarches ont été faites pour pouvoir recouvrer ces sommes et que malheureusement on ne peut pas les recouvrer. Donc le trésorier nous demande de passer ces charges en comptabilité. Ce sont majoritairement des petites sommes qui n'ont pas été recouvrées. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Donc il est proposé au conseil municipal sur le compte 6542 de plan acte de créance éteinte pour un montant total de 0 €.
et 65-41 devant acte de créance admise en non-valeur pour un montant donc de 1050,60 €. Personne ne s'abstient ni contre, je vous remercie. Le tarif accueil sur temps de restauration scolaire sans repas. Oui, alors là, c'est pour, je dirais, mettre un principe d'équité entre toutes les familles. En fait, ce qui se passe, c'est que les familles qui ont une coefficient familiale inférieure à 1000 peuvent bénéficier du repas à 1 €. Et, les familles qui apportaient le repas n'avaient pas cette possibilité. Donc elles payaient 2,15 € pour la garde des enfants pendant la période de restauration scolaire. Et donc on a trouvé que ce n'était pas normal que ces gens-là payent plus que ceux qui avaient un repas compris dans la somme des 1 €. Donc pour mettre tout ça d'équerre, on propose au conseil municipal de mettre 1 € pour les quotients familiaux inférieurs à 1000 et de mettre 2,15 € pour les quotients familiaux supérieurs à 1000 comme c'était avant pour tout le monde. Donc voilà, c'était la modification qui vous est proposée aujourd'hui. On n'a pas bien compris la différence. Alors, du coup, par rapport à cette situation très spécifique, parce qu'il faut savoir qu'à la restauration scolaire, quand il y a des PAI, là, en l'occurrence, pour la situation qui est déterminée ici, ça ne concerne qu'une famille et un enfant. Et c'est vrai que c'est un enfant qui a un PAI et qui ne peut pas en fait bénéficier d'un repas qui est concocté en fait au niveau de la restauration scolaire. Effectivement, c'est des situations qui sont extrêmement rares. En l'occurrence, là, il y a 2 familles, il n'y a qu'une seule famille qui est concernée par rapport en fait à la tarification 1 €. Et par souci d'équité, et ça paraît tout à fait logique que le tarif puisse être baissé. Qu'est-ce qu'un PAI? Le projet d'accompagnement individualisé. C'est en fait, c'est par rapport à une allergie alimentaire importante, il y a une éviction de certains aliments et pour des raisons de sécurité, effectivement, les parents ont souhaité apporter le repas eux-mêmes. Voilà. Parce qu'avant, c'était à quel prix? Ah oui, c'est ça. En fait, avant, c'était à 2,15 €. Et maintenant? Et bien en fait, là, du coup, on n'avait pas, au moment du vote du budget, des tarifs municipaux, on n'avait pas déterminé en fait cette situation particulière. Voilà. Oui, donc ça ne change rien, les tarifs. Si, ça change, c'est simplement à 1 € quand un coefficient familial inférieur à 1000. C'est logique, comme toutes les autres familles, quoi. Voilà. Mais c'était pour préciser que c'était pour sur le temps de la restauration sans repas. Voilà, ça n'avait pas été spécifié au départ. Ok. Quand on m'explique bien, je... Donc voilà, sinon, il prenait avec proposé au conseil municipal ce soir de modifier le tarif de l'accueil sur le temps de la restauration scolaire sans repas pour les familles qui fournissent le repas en fonction de leur coefficient familial, comme indiqué dans le tableau, de l'appliquer à compter du 1er janvier, donc rétroactivement, et de publier la présente délibération d'un rende exécutoire dès sa notification. Personne ne s'abstient sur cette proposition, ni ne vote contre. Ben, écoutez, je vous remercie. Autorisation d'exploiter les jeux du casino. Cette fois-ci, j'ai la bonne projet de délibération sous les yeux. Donc en fait, vous savez bien que le casino de Saint-Père est sous délégation de service public, délivré au groupe Joa Casino. C'est un établissement, on l'a vu tout à l'heure sur la présentation du provisionnel pour le budget de l'EPIC notamment, tout à fait important pour notre vie économique et touristique. Et aussi pour la municipalité. Donc cette exploitation des jeux, elle est soumise à une autorisation délivrée par le ministère, qui doit être renouvelée régulièrement. Et elle expire actuellement au 31 décembre 2025. Le ministère de l'Intérieur demande donc que le dossier de renouvellement soit déposé plusieurs mois à l'avance,
afin de permettre son instruction, et c'est ce qui vous est proposé ce soir. Donc de donner un avis favorable au renouvellement de l'autorisation ministérielle d'exploiter les jeux du casino de Saint-Père-sur-Mer. Est-ce qu'il y a des questions? On va donc passer au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent, qui sont contre? Écoutez, merci. Enfin, dernier point, je crois, sur le volet finance, ou l'avant-dernier, c'est la subvention exceptionnelle avec condition de remboursement à la réception du fonds FARU pour l'EHPAD de Le Vallon. Je vais le présenter, puis je peux donner la parole après à Marlène, à Annie, si vous souhaitez compléter là-dessus. Donc le fonds FARU, c'est un fonds d'aide exceptionnel pour du relogement en urgence. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au mois de novembre de l'année dernière, il y a eu une inondation qui a eu des conséquences importantes, voire très importantes sur l'établissement du Vallon. Et il a fallu donc évacuer en 6 heures de temps 81 résidents de cet établissement, un peu en urgence. Le plan bleu avait été déclenché par monsieur le préfet. Et ensuite, c'est le SAMU qui a coordonné l'évacuation de nos 81 résidents. Quoi qu'il en soit, c'était pas de hors les murs à un coût, bien évidemment, qui revient à l'EHPAD Le Vallon. Les factures s'élèvent à 77 185,56 €. Donc, concernant pour couvrir les besoins relatifs au relogement d'urgence, la commune de Saint-Père, dans le cadre de sa compétence de solidarité locale et de toutes les dispositions applicables aux établissements pour les personnes âgées dépendantes, souhaite soutenir l'EHPAD en finançant ses frais à titre exceptionnel. Conformément aux règles locales de subventionnement, l'attribution d'une telle aide doit faire l'objet d'une délibération spécifique qu'on vous propose ce soir, qui est distincte du vote du budget. Bien évidemment, le trésorier payeur de la ville de Granville a émis un avis favorable à cette proposition qui vous est faite ce soir, en préconisant que la subvention soit accordée sous réserve de la signature d'une convention qui définisse à la fois les modalités de versement et le cas échéant de remboursement en cas d'obtention ultérieure de cette aide du fonds d'aide au relogement d'urgence qui a été proposé par monsieur le préfet. Donc voilà, il y a deux dossiers en parallèle. Ce soir, ce qui vous est demandé, c'est d'attribuer la subvention exceptionnelle à l'EHPAD Le Vallon de 77 185,56 € au titre des dépenses de relogement temporaire de nos résidents qui ont été sinistrés. Peut-être vous m'accordez que je ne relise pas tout. Et de conclure une convention, bien évidemment, selon les préconisations de monsieur le trésorier, avec l'EHPAD Le Vallon pour formaliser cette aide, dans l'hypothèse que nous espérons très probable que le FARU permette ensuite de rembourser cette subvention qui est accordée à l'EHPAD. Je ne sais pas si j'ai été assez claire et synthétiser la proposition de ce soir. J'ai pas tout lu, il faut peut-être que je complète, non, au niveau des... Je pense que ce qui est important aussi de préciser, c'est qu'il faut que les sommes soient réglées avant de faire le dossier de fonds FARU. Donc l'EHPAD n'ayant pas la trésorerie nécessaire pour régler ses factures en ce moment, on fait donc une avance de trésorerie à l'EHPAD sous forme de subvention. Le dossier FARU va être déposé. Après, on espère fortement qu'il y ait un avis favorable à ce dossier. Et donc dans ce cadre, l'EHPAD rembourserait la commune de la subvention perçue. Je sais que monsieur le préfet suit de près le dossier de l'EHPAD Le Vallon, monsieur le sous-préfet aussi. C'est monsieur le préfet qui a proposé ce fonds FARU. Monsieur le sous-préfet prend le relais et suit ça de près. Bon, on espère que... Voilà, quoi qu'il en soit, on ne peut pas laisser l'EHPAD avec ce problème de trésorerie. Il faut honorer les factures de l'EHPAD dans les murs, sachant que les tarifs d'hébergement d'EHPAD à EHPAD, d'établissements publics privés sont très différents les uns des autres. D'où cette somme qui nous arrive, voilà, qui a été évaluée très finement par la direction du Vallon. On estime à combien le fonds FARU?
Ben, l'hypothèse, c'est que ça couvre non, mais je passe le montant qui figure là. Ah, c'est possible, d'accord. Bah, de toute façon, c'est basé sur les factures. Oui, ça peut très être de cher, hein. 75 à 100%. 75 à 100%. C'est, voilà, après, on espère 100%, évidemment. Oui. Non, mais non, c'était pour 75, ce serait déjà pas mal, mais 100, ce serait mieux. Ouais. Sylvie? Oui, est-ce que les autres établissements ont joué la solidarité aussi dans leur tarification? Ben non. Non. Ça t'arrive. Mais ça pourrait. Donc, je pense qu'ils sont dans la même situation et que voilà, ils sont aussi. Déjà, ils nous ont acceptés. Ils ont bien voulu prendre. Il y a eu la solidarité au moment de la reloger en urgence les résidents. Ça, il faut quand même le rappeler. Ça, c'est une évidence. Après, au niveau des tarifs, non, ils ont appliqué leurs tarifs. Ils ont appliqué leurs tarifs, mais les résidents de Saint-Père ont payé leur mois complet. Ils ont payé leur hébergement comme s'ils étaient à Saint-Père. Ah bah, ça s'est passé le 22 novembre, donc le temps où ils n'ont pas été hébergés à l'EHPAD, soit ils ont été remboursés, soit ça n'a pas été facturé sur la facture suivante. Le temps où ils n'ont pas résidé à l'EHPAD, on n'aura pas fait ça deux fois. Hein. Voilà. Ça revient au même, de toute façon, ça ne change rien. Ils ont été hébergés. Oui, voilà, c'est la principale. Sauf qu'ils ont été hébergés dans une semaine de vacances. Les tarifs ne sont pas les mêmes qu'à l'EHPAD de Vallon. Donc voilà, ce qui est proposé, c'est également de fixer les modalités de versement comme suit. Le versement de la subvention va intervenir en une seule fois, et enfin de m'autoriser à signer la dite convention qui est préconisée là, ainsi que tout document afférent à la mise en œuvre de la présente délibération. Je suis également habilitée à effectuer au nom de la commune toute démarche administrative nécessaire, que ce soit les demandes pour le FARU ou autre, et de signer tous les documents de nature à garantir le bon accomplissement des dispositions de cette convention et de la présente délibération. Est-ce qu'on peut passer au vote ou vous J'ai avez juste encore une quelques... question. Ouais. Est-ce qu'on a une idée de quand est-ce qu'on saura à peu près en termes Non, de pour le délai? FARU Ouais. Non, bah non, là, pas de réponse. D'ici la fin de l'année? C'est plusieurs mois. Plusieurs mois. Voire une année. Ça prend du temps, hein. Ces dossiers-là sont toujours assez longs. Est-ce qu'on peut passer au vote? Donc personne ne s'abstient, ni n'est contre cette proposition. Bah, écoutez, merci pour les pattes, c'est important. Dernier point, modification des tarifs des ateliers de découverte du numérique chez les seniors. Là, c'est encore une délibération très importante. Hein. C'est des ateliers numériques pour les seniors, donc les gens qui ont plus de 65 ans. C'est petit, mais c'est petit, franchement. Pas tout seul. Bon, c'est un petit clin d'œil à Jean-Michel. Donc sur l'ensemble du territoire de Grand-Ville-Terre-et-Mer, elle a commencé avec un appui clic. La participation d'une financière est minime, elle est actée avec ce service. Et pour une raison, pour harmoniser les tarifs sur l'ensemble du territoire, il nous proposait de passer, nous on était à 24 € et on propose de le passer à 20 € pour les 8 heures à compter du 1er février 2026. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'opposent à cette proposition ou qui s'abstiennent? Écoutez, merci beaucoup, merci Rémi. On va passer au volet ressources humaines. Je vais donner la parole à Emmanuel. Alors c'est un sujet pour recaler l'indemnité, petit équipement et chaussures pour les agents de la commune, qu'ils soient titulaires ou pas d'ailleurs. Donc il y a parce que pour mémoire, les saisonniers n'avaient pas, devaient notamment acheter par exemple leurs chaussures de sécurité sur leur propre denier. Et donc effectivement ça peut avoir un coût puisque ça peut monter jusqu'à entre 30 et 50 €. Et donc pour les saisonniers qui vont travailler, notamment par exemple, je prends l'exemple des espaces verts où il y a évidemment besoin d'avoir cet équipement de protection individuelle.
il est proposé de leur attribuer une indemnité de 32,74 €, de réévaluer la réévaluation du taux automatiquement à chaque publication d'un arrêté ministériel modificatif et le cumul de l'indemnité de chaussures et de petit équipement, de décider le versement annuel sur présentation des justificatifs d'achat de la paire de chaussures et ou de tout autre petit équipement de sécurité sans modulation en une seule fois et qu'elle constitue un remboursement des frais dès lors qu'elle est utilisée conformément à son objet et qu'elle n'est pas soumise à cotisation ni impôt. Et que l'imputation de ces dépenses relatives à cette indemnité sera au chapitre 12, entre parenthèses, charges personnelles et frais assimilés. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions sur cette intention nouvelle. Donc, on parle de 32,74 € multiplié par le nombre de saisonniers que je n'ai pas en tête précisément. C'est pas un gros budget, mais voilà. Tout le monde n'est pas concerné. Non, tout le monde n'est pas concerné. Oui. Annick, savoir s'il y a une centrale d'achat pour ce matériel. Maintenant, en fait, c'est l'agent saisonnier qui va acheter dans un magasin et qui va produire la facture justifiant l'achat, par exemple, d'une paire de chaussures de sécurité. Ouais, parce qu'il ne peut pas faire la demande sur le fournisseur de la commune, parce que les jardiniers de la commune n'achètent pas leurs chaussures. Il y a une centrale d'achat. Ouais, alors là, honnêtement, je ne connais pas les délais entre le moment où on passe la commande et le moment où ils reçoivent effectivement le matériel. C'est vrai que le système proposé, c'est celui d'un remboursement sur les tenues vestimentaires qui sont fournies, mais pas les chaussures. Parce qu'il faut les essayer, autrement tu es obligé de leur envoyer. Si tu peux pas avoir en stock, il y a des commandes faites annuellement et ça ne prend pas en compte les saisonniers, c'est justement. C'est avec Caritas. Ça coûte une trentaine d'euros. Voilà, bon, bah, si vous en convenez, on va passer à la délibération. Personne ne s'oppose à cette proposition, ni ne s'abstient. Merci. Moi j'avais bossé à ça, mais... Donc, sur les affaires diverses, voilà, vous avez le tableau qui s'annonce, n'est pas soumis à débat. Hein. Je peux vous informer des points suivants. Donc, il y a eu un contrat d'entretien des toitures pour une période d'1 an avec le groupe Alto, une convention relative au recours à des prestations de services d'insertion et de qualification professionnelle pour une période de 1 an, mais renouvelable 2 fois. L'entretien du mur de cimetière, ça c'est avec Ose Environnement. Oui, ils y sont d'ailleurs en ce moment, oui. La surveillance sanitaire des eaux de baignade, donc avec l'ARS, on renouvelle avec un coût de 71,31 € par prélèvement, 20 prélèvements par an pour une période de 4 ans. Un avenant numéro 2 à la convention d'assistance pour réalisation du programme Petite Ville de demain, qui a un coût de 1 604,94 € par an. Nous, c'est le périmètre ORT. Convention d'utilisation du service médecine préventive du 1er janvier au 31 décembre 2027, pardon, 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027 avec le centre de gestion d'un manche pour un coût de 61 € TTC la visite. Convention de gestion des zones d'activité économique pour la période 2025-2028, donc ça c'est un renouvellement avec Grand Vétérinaire pour 9 727 € par an. Et voilà ce que je pouvais vous présenter sur ces délégations d'attribution. Voilà. Alors j'avais 2 autres informations éventuellement à vous fournir. De la part du Football Club Terre-et-Mer, vous êtes, messieurs, mesdames, invités bien cordialement le samedi 31 mai prochain dès 16h30 au stade, puisque le Football Club Terre-et-Mer a l'honneur d'avoir été sélectionné pour organiser la journée nationale des débutants, qui est un événement sportif majeur pour les enfants des catégories U7 et U9.
Et donc c'est un événement d'importance pour la vie associative du club, bien évidemment. Donc voilà, ils espèrent voir un maximum d'élus présents sur le terrain le 31 mai 2025 à partir de 16h30 au stade Jacques-Louis. Et oui, c'est le week-end ouvert aussi aux habitants du alors sinon, je vous transmets une information de la part de la Fédération départementale des chasseurs de la Manche. J'ai reçu le courrier le 14 mai dernier. Donc je vais vous lire rapidement le courrier, parce que voilà, je m'engage à le transmettre au conseil municipal. Les chasseurs, comme le monde rural, n'ont jamais été autant stigmatisés. Nous voyons avec inquiétude se multiplier des attaques injustifiées à l'encontre de ceux qui, comme les chasseurs, participent activement à la gestion de nos territoires, à la préservation de nos écosystèmes ainsi qu'à l'entretien d'un lien social unique dans beaucoup de villages. Ces attaques ne viennent pas du terrain, mais d'un monde éloigné de la réalité de terrain, très souvent technocratique. De Bruxelles aux cercles militants les plus dogmatiques, certains s'emploient à caricaturer, à interdire, à normer sans comprendre. Notre patience a des limites et la colère gronde dans les campagnes. Je vous adresse un manifeste de revendication que je souhaite porter à votre connaissance. Donc, moi, ce que je vous propose, élu du conseil municipal, je ne vais pas lire tout le manifeste, c'est qui sera à disposition. Je ne sais pas où est-ce qu'on peut le mettre, Nicolas, à disposition. Chaque élu qui souhaite en prendre connaissance pourra en prendre connaissance. On peut aussi le scanner et le renvoyer. C'est aussi simple. Voilà, ça c'est fait. Et donc, journée de la biodiversité et de la ruralité, j'ai reçu ça aussi, avec un spectacle son et lumière, les 28 et 29 juin 2025, par la Fédération des chasseurs de la Manche, à Saint-Romfer. Je ne demande pas exactement où c'est. À côté de Saint-Lô. C'est en partenariat, Association pour la promotion de la biodiversité et de la ruralité, Fédération départementale de la pêche, agriculture et territoire, champ d'agriculture de la Manche, OFB, donc l'Office français de la biodiversité, et la Manche, le département. Voilà, et ça c'est le week-end du 28 et 29 juin prochain, à partir de 9h30 le matin. Je pense que Michel peut nous dire 2 mots sur... Oui, parce qu'en fin de compte, on ne va pas se voir, on va quand même se voir, mais rassemblés autour de la table comme ça, pas avant un petit moment. Donc n'oubliez pas que le grand week-end de la Pentecôte, 7 et 8 juin, nous avons à la fois les rendez-vous au jardin. Vous avez donc le petit flyer qui est sorti. Vous pouvez constater qu'il y a quand même un certain nombre d'animations et qu'en fin de compte c'est un programme tout à fait collégial qui regroupe à la fois prendre le micro quand même, qui regroupe à la fois donc la médiathèque avec une expo de très belle qualité de M. Béarrive, qui est très pédagogique, très bien faite. Les pales de ballon qui va ouvrir son jardin qui a été retravaillé avec les services municipaux le samedi 7 juin et le dimanche 8 juin. Au Carmel, proprement dit, on va donc avoir l'ouverture du Carmel du jardin les 2 jours, le 7 et le 8, jusqu'à 18h le soir, de 10h à 18h. Il va y avoir aussi lancement, je vais dire, officiel de l'Atlas biodiversité communale, avec présentation, exposition, et puis stand. Donc le gros c'est le 7 juin, mais le 8 juin, le diaporama restera en place à la salle de la Victoire. Donc Sylvie Martin-Pernel, avec d'autres photographes, va présenter des photos pour rappeler qu'il y a un autre événement qui se déroule en même temps, je vous parle un peu plus tard. Et après, vous avez le temps de plante comme l'année dernière, il y a l'atelier plante avec Elisabeth Baudouin, il y a un atelier qui va être fait avec Sandrine Cafarnaum et les enfants des écoles. Sur ils vont répertorier les plantes qui sont à l'intérieur existantes à l'intérieur du jardin. Ça va être reproduit sur des ardoises, c'est très bien fait. Et je peux vous dire qu'en fin de compte, que Claude de l'Office culturel a réalisé 150 petites ardoises de très bien fait, ça a été un très bon investissement. Un atelier modelage avec Patrick Hulot. Et en fin de compte, M. Thierry Joly, qui était prévu venir le dimanche 8 juin, est remplacé. Et c'est c'est une ouvrière
un artiste vitrière qui va pouvoir faire de l'initiation à vitrail, au plomb. Voilà. Et pour clôturer les après-midi, pour qu'on mette un petit touche, j'allais dire, festive, d'accord, il y a la participation de l'orchestre de Crêpe Jazz le samedi après-midi pendant 1 heure, d'accord, dans une partie du jardin du Carmel. Ça sera plutôt vers la gauche, un peu pas loin du cimetière. Et le dimanche après-midi, ça sera donc un concert de la jeune artiste Canel, que vous avez connu, parce que Canel a servi pendant une saison estivale à l'Office culturel. Et maintenant, donc, elle se lance dans la chanson. Et ce qu'elle fait est quand même intéressant. Voilà. Et ensuite, le même week-end, où il y a encore aussi des activités sportives et tout, il y a aussi un festival qui est porté par l'association Photonomie, dont la présidente est Sylvain Pernel, et en fin de compte, qui a souhaité créer un festival sur la photographie contemporaine. La photographie contemporaine, avec 11 artistes photographes, d'accord, qui sont dans la salle polyvalente sur les 7, 8 et 9. Les artistes photographes de grande qualité, et j'espère que ce festival, qui est une première, va pouvoir rencontrer son public et qu'on pourra le renouveler au fil des ans. Voilà. Et toujours présence de l'orchestre Crêpe Jazz à 11h30 pour le vernissage de cette exposition. N'oublions pas qu'il y a aussi une brocante. Donc il y a le vide-grenier du tennis club de Saint-Père. Le Saint-Père. Le Saint-Père, ça c'est dimanche, toute la journée. Le dimanche, il y a aussi le tournoi de tennis de table féminin organisé par le Saint-Père niveau national, avec des championnes de haut niveau. Le tableau est un beau tableau. Il y a énormément de choses sur ce week-end-là. Il y a aussi le salon de mobilité douce qui est organisé par le Rotary Club en partenariat avec la ville de Granville et Granville Terre et Mer au profit de 2 enfants polyhandicapés du territoire. Enfin voilà, je pense qu'on va avoir... il y a aussi Botanic Art sur le département et les Ludions. Et les puces nautiques aussi qui sont organisées sur le week-end. Il y en a pour tous les goûts. Voilà, exactement. Et le week-end qui suit, donc c'est l'association des commerçants qui organise sa soirée dans le centre de jour, soirée blanche. Bravo, Julie. Voilà, bah écoutez... Est-ce que je peux prendre la parole? Oui. Puisque j'ai entendu parler de sport. Vous n'êtes pas sans savoir que Saint-Père a réalisé 2 très beaux exploits sportifs dans ce mois, puisque le tennis de table monte en National 2, le tennis monte en National 3, et je tenais à saluer leurs présidents qui sont très compétents et qui sont là depuis des années, beaucoup d'années. Et puis moi je demanderais, puisque ça va être difficile pour eux financièrement, à ce qu'ils aient une subvention exceptionnelle, on va dire peut-être de 2500 € par club pour l'année prochaine. C'est pas dur, il faut prendre dans les sous qui sont donnés aux artistes pour aller à l'hôtel, pour les donner au club Saint-Péret. Voilà, tout simplement. Donc si vous voulez faire le vote tout de suite, je suis partant pour donner 2500 € de subvention à ces 2 clubs. C'est pas budgété. Et ben c'est très bien de saluer ces clubs, mettant présent au conseil municipal, comme ça, tu vois, ça te permet de le faire, c'est bien. La dernière fois, la dernière fois que je suis venu, j'avais mentionné le travail qu'avait fait Laurence en tant qu'à la communication à Saint-Père, enfin au service culturel de Saint-Père, pardon. Et j'avais été vexé de voir que ce n'était pas dans le compte-rendu du municipal, du conseil municipal. Donc j'espère que là, pour le tennis club ce sera mis. Voilà. Merci. Allez, merci, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Annie ? Il y a encore une question, c'était les travaux sur la digue, parce qu'il y a la mer Creuse, et on avait budgété et on n'a pas eu de... Non, parce que le dossier est en cours, on ne peut pas commencer les travaux sans qu'il y ait la notification de subvention.